Juste avant de commencer, j'ai une petite rectification. En fait, j'avais mis 1770 dans mon titre, mais en fait, c'est 1777. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Et en fait, maintenant, je passe d'un porte-lance à un porte-voix, en fait. Bref, petite blague. Donc, pour entrer dans le vif du sujet tout de suite, le 10 avril 1741, en fait, les forces de Frédéric II, celui-ci qui est tout récemment couronné roi en Prusse, vont affronter en fait les forces de la nouvelle impératrice, archiduchesse d'Autriche et reine de Hongrie, Marie-Thérèse. Au début de ce combat, en fait, la cavalerie prussienne se fait complètement rebouter par les hussards impériaux. Au bord de la défaite, en fait, les officiers de Frédéric vont lui demander de quitter le champ de bataille pour ne pas que le roi soit capturé dès sa première bataille. Pour défendre sa retraite, l'infanterie prussienne, sous le commandement du Feldmarschall von Schwerin et du vieux de Savoie, vont justement s'avancer et faire bataille pour s'opposer aux Autrichiens. À ce propos de cette infanterie prussienne, en fait, l'envoyé spécial à la cour de Vienne, à Berlin, le marquis Botta Adorno, avait mentionné que bien que les troupes prussiennes fassent un spectacle plus beau que les Autrichiens, les nôtres ont senti la poudre. Cependant, en fait, durant la bataille, c'est tout le contraire qui se produit et l'infanterie prussienne, avec un feu et une puissance de feu tout à fait redoutable, sort vainqueur de la bataille. À ce sujet, en fait, Maurice de Saxe, dont je vais parler beaucoup aujourd'hui, va dire qu'on ne saurait disconvenir que les succès des Prussiens contre des troupes qui, depuis 50 ans, n'ont cessé de faire la guerre et que l'on regardait comme bonnes, et à l'excellence de leur discipline et de leur exercice. Donc, dans cette bataille qu'on appelle Mollwitz, une troupe bien disciplinée, entraînée, mais avec peu d'expérience, a réussi à vaincre des troupes qui étaient considérées très aguerries. La suite des victoires éclatantes de la part de la Prusse lors de la guerre de succession d'Autriche, Kotuzitz, Hohenfriedberg, Soos, Hennersdorf, Kesseldorf, avait rendu justement Frédéric II en Frédéric le Grand, qui à ce moment-là est invaincu comme Alexandre le Grand. Même si ce dernier va avoir des défaites lors de la guerre subséquente, la guerre de 7 ans, l'armée prussienne a quand même réussi à s'imposer comme le modèle militaire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et à mettre la Prusse comme une grande puissance européenne. La victoire, justement, de la discipline prussienne amorce un courant d'influence où le modèle prussien devient justement intéressant à imiter pour plusieurs armées. Un autre que je citerai beaucoup aujourd'hui, Guibert, en fait, va dire là-dessus que toutes les troupes de l'Europe, cependant séduites par la beauté de l'exercice à feu prussien, par la célérité de leur chargement, par l'ensemble et la correspondance de leurs décharges, ont cherché à les imiter. C'est également le cas de l'armée française, celle du roi très chrétien, qui va chercher justement à les imiter. Jusqu'alors, en fait, l'armée française était le modèle théorique de la guerre avec les fameuses victoires de Louis XIV et principalement aussi dans l'art de la prise et de la défense des places qui avait été orchestré par Sébastien Lepestre, plus connu comme le marquis de Vauban. Malgré les difficultés financières et même les retards tactiques des deux dernières guerres du roi Soleil, la France avait réussi à se maintenir comme, en fait, une puissance militaire et aussi à garder son prestige jusqu'à la guerre de 7 ans. La défaite, justement, dans cette dernière guerre amorce justement la fin de ce prestige militaire pour la France, où, justement, le modèle français va céder sa place à un modèle prussien. En fait, aussi, cette défaite amorce un profond mouvement de réforme au sein duquel l'empreinte prussienne va jouer un rôle déterminant. Cependant, justement, l'influence allemande dans les armées du roi très chrétien n'a rien de nouveau. Les plus récents travaux, justement, de Arnaud Guigné et d'Isabelle Deflers ont examiné des débats qui se nouent à ce moment-là entre des officiers français et des officiers étrangers, dont les mémoires, les différents projets de réforme et correspondances se font l'écho. Ceux-ci sont principalement dans la série 1M du fonds de la Société historique de la défense à Vincennes, très intéressant comme fonds d'ailleurs. C'est un transfert, en fait, de savoir qui ne coule pas vraiment d'effet de source, puisque les principes de la discipline prussienne s'opposent à ce moment-là au fondement même du génie militaire français. Pourtant, même si beaucoup de réflexions ont porté justement sur les débats qui sont initiés alors, peu ont envisagé le rôle des régiments allemands dans le transfert du modèle prussien en France. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je pose justement la question de en quoi les régiments et officiers allemands de l'armée française sont-ils un élément de prussification de celle-ci? Pour en fait y venir, je vais d'abord présenter en fait les représentations et ce que moi je définis comme étant un Allemand dans l'armée française à l'époque. Ensuite, je vais vous présenter les différents acteurs de cette prussification et les vecteurs par lesquels ce transfert se fait. J'avais dit une prussification de l'armée française, ce sera en fait ma conclusion.
Donc, juste avant, en fait, aussi, je vais vous parler un peu de mes bornes chronologiques. Donc, comme le présentait Arnaud Guigné, justement, le mouvement de réforme et d'influence de la méthode prussienne commence, en fait, dès le début de la guerre de succession d'Autriche, donc 1740, plutôt qu'à partir du traité de Paris en 1763, comme la plupart des historiens avant avaient estimé. En fait, même si la période des années 1720-1730 sont très riches en réflexion théorique, on peut parler au Chevalier Follard avec ses colonnes ou à Maurice de Saxe avec ses rêveries, le changement réel se produit seulement à partir des années 1740. On voit justement dans la guerre de succession d'Autriche les faiblesses de l'appareil militaire français, notamment dans la puissance de feu, et que même si celle-ci a des victoires, justement, on va commencer à réformer l'armée prussienne. Donc, entre 1740 et 1777, il y a pas moins de 6 ordonnances et 5 instructions sur l'exercice et le maniement des armes qui sont rédigées pour l'infanterie française. Donc, eux sont, comme je vais vous montrer, en fait, en lien direct avec les réformes qui sont influencées, voire imitées de la Prusse, et celles-ci vont perdurer jusqu'à la fin du règne de Saint-Germain comme secrétaire d'État à la guerre en 1777. C'est pour ça, justement, que ma date avait changé un petit peu. Donc, justement, qu'est-ce qu'un Allemand au 18e siècle? L'Allemagne est au 18e siècle synonyme du Saint-Empire, ce que je vous ai mis sur la carte. C'est un territoire qui outrepasse naturellement les frontières actuelles de l'État-nation allemand. Au siècle des Lumières, en fait, justement, cet empire n'est pas un État-nation et n'est pas non plus une entité politique unie et centralisée. Donc, même si en théorie, tous ces princes sont assujettis à la suzeraineté de l'empereur, ce ne sont pas moins de 350 entités politiques qui constituent encore l'Empire au siècle des Lumières. Depuis, en fait, le traité de Westphalie de 1648, chaque prince et chaque État peut avoir sa propre armée et forger ses propres alliances. Et ceci, c'est très important, puisque pour plusieurs de ces très petits États, on voit qu'il y a beaucoup de couleurs sur la carte, la seule manière d'exister sur l'échiquier européen est en fait de louer, de vendre ou de permettre le recrutement de ses fils par des puissances étrangères. Et c'est justement ce qui va permettre le recrutement français chez les Allemands. Par contre, si justement la nation allemande au sens moderne n'existe pas, justement, qu'est-ce qu'un soldat allemand au 18e siècle dans l'armée française? Encore une fois, ce n'est pas vraiment une unité qui est vue du point de vue linguistique ni politique, comme je vous ai montré. Le Saint-Empire romain germanique n'est pas une État-nation, mais n'est pas non plus unifié ethniquement ni linguistiquement. Le recrutement aussi des régiments allemands se fait à l'extérieur du Saint-Empire. On peut compter, si on regarde justement les contrôles de troupes de la série YC, ou encore une fois le service historique de la défense, on peut voir qu'il y a des Russes, des Polonais, des Suédois, des Suisses, même des Français, et même qu'à un certain moment, il y a des gens d'Inde qui sont dans les régiments allemands, donc des gens de partout à travers le monde. L'Alsace également, un territoire conquis par Louis XIII et Louis XIV, est peuplé d'une population germanique et, encore une fois, d'après les contrôles de troupes, on peut voir que ce sont la moitié, voire plus, qui viennent justement d'Alsace et de Lorraine, donc de l'intérieur des frontières allemandes dans ces régiments allemands. Encore une fois, pour les contradictions nationales, un exemple très frappant est celui de Ulrich Woldemar von Lovendahl, un maréchal de France qui est né à Hambourg, dans la famille royale danoise, prince d'Empire, naturalisé français et polyglotte qui parle plus de 7 langues. Donc, justement, est-il allemand, danois ou français? C'est un peu la question. Donc, en fait, ce que je considère pour mes recherches que je fais et aussi cette présentation aujourd'hui. Donc, un Allemand est celui qui sert dans un régiment qui est appelé allemand. La dénomination, justement, allemand pour le régiment vient du fait que la langue de commandement se fait en allemand. Et donc, justement, c'est pour ça qu'ils sont considérés allemands malgré qu'ils peuvent être de partout dans le monde. Dans le cadre, justement, de ce qu'est un Allemand et tout, la représentation, justement, des Allemands et des Français joue, justement, un rôle fondamental dans les débats qui sont soulevés par les officiers au siècle des Lumières. Donc, tout d'abord, justement, c'est un débat qui se penche principalement sur la puissance de feu versus le choc. La puissance de feu, qu'on relie souvent aussi à l'ordre mince, donc les lignes, justement, sont souvent appliquées aux Allemands, tandis que le choc et les colonnes sont plutôt appliquées aux Français, qu'on voit justement comme des gens plus légers, mais que, justement, avec leur humeur, qui leur donne un certain courage et beaucoup d'élan, donc eux veulent vraiment foncer dans le tas. Tandis que les Allemands sont pas légers, ils sont très flegmatiques et donc ont plus de discipline et justement ont plus de sang-froid. Dans son cours de tactique, Joly de Mazeroy dira « Cette vivacité de mousqueterie convient beaucoup au flegme allemand. » Des tests
assez intéressant aussi de Éléazar Mauvillon, justement les lettres françoises et germaniques, qui présentent des lettres fictives, en fait, écrites d'un Français à un Allemand et d'un Allemand à un Français. Justement, présente les différences entre les Français et les Allemands, notamment du point de vue militaire. C'est pour ça que j'ai décidé de le citer lui au lieu de Montesquieu. Et en fait, sur les Français, il dira, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est quand même long, mais en fait, ce qui va expliquer en fait les qualités qui manquent aux soldats français, et il va dire que la première qui leur manque est l'obéissance, mère de la subordination, et dans le fond, qu'il faut considérer que le Français est né présomptueux et avec un grand fin d'amour-propre, ce qui le rend presque indisciplinable. De plus, il va ajouter, en fait, que l'obéissance, mon cher, n'est pas la seule qualité militaire qui manque aux Français. La patience dans les travaux et la confiance dans les revers sont des vertus qu'une difficulté les rebute. Ils sont également incapables de supporter la faim et la soif. La chaleur les rend mous. Ils attaquent avec beaucoup d'impétuosité et font des actions plus qu'humaines dans les premiers assauts, mais si on leur résiste, ils se relâchent et deviennent plus faibles que des femmes. Mais comment sera-t-il possible aux François d'être robustes, vu qu'ils sont élevés dans la dernière mollesse de leur enfance? Donc, tandis que l'Allemand, face à cette représentation, justement, ce qu'il va dire, c'est que je ne connais point de nation qui ait reçu de la nature autant de dispositions que l'Allemand en a pour devenir un excellent soldat. Il est élevé dès sa jeunesse à supporter la faim et la misère et à être soumis à ceux dont il dépend et à respecter tout ce qui peut être au-dessus de lui. De là viennent cette constance infatigable dans les travaux de la guerre, cette patience dans les adversités et cette crainte respectueuse du soldat pour ses officiers. Donc, on voit déjà que ce qui, en fait, est cherché un peu chez l'Allemand, c'est justement cette soumission, cette discipline qu'on manque justement chez les Français. Par contre, ce qu'il va également rajouter, c'est que je suis persuadé, mon cher, que les Français ne doivent rien aux Allemands du côté de la valeur et qu'ils l'emportent sur eux pour l'art et pour l'adresse. Mais cela n'empêche pas que vos troupes ne soient meilleures que les nôtres par les raisons que je viens de dire et par celles que j'ajouterai encore. Donc, encore une fois, cette recherche de la discipline et de la soumission des soldats rentre en fait dans la raison pourquoi on cherche cette influence prussienne à partir des années 1740. Pour en venir donc aux acteurs, donc les premiers acteurs, en fait, par lesquels rentre justement cette influence, ce sont les régiments d'infanterie allemande. Premièrement, ils sont assez importants juste dans leur poids. Ils sont à environ 50 de l'infanterie étrangère au 18e siècle et environ 10 de l'infanterie totale, ce qui est quand même pas négligeable. Et à ses fins également, Guibert, encore une fois, que je vais citer beaucoup, comme je vous ai dit, va mentionner que nos régiments allemands, dont la politique est d'introduire chez nous les pratiques étrangères, dont prussiennes, et de les abandonner aussitôt que nous avons adopté pour se donner le mérite de quelques autres inventions nouvelles, y ont introduit la manie de ces exercices à feu, et bientôt il n'a été question dans nos écoles que de la vitesse du chargement. Donc, on voit justement que l'idée qu'eux introduisent des nouvelles méthodes et justement l'exercice du feu plus rapide vient de la Prusse. Un régiment assez fondamental dans cette introduction est celui d'Alsace, que j'ai mis justement une iconographie ici. C'est premièrement le premier régiment allemand, levé en 1756, qui est considéré un régiment d'élite jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et il est important parce qu'il participe aux exercices des Invalides que je vais vous parler plus tard. Ensuite, ce sont les officiers allemands, donc des régiments allemands, qui sont justement les prochains acteurs de cette influence. Le premier, qui est en fait le plus grand en fait, soldat allemand probablement du 18e siècle, est Maurice de Saxe, le Turenne saxon, qui, en fait, va avoir la chance et est le seul, en fait, étranger à atteindre le plus haut grade dans l'armée française, qui est maréchal général des camps et des armées du roi, ce qu'il met, en fait, seulement sous le secrétaire d'État à la guerre et au-dessus de tous les maréchaux de France. Donc, celui-ci, en fait, avait eu la chance de pouvoir aller à Berlin et de voir les manœuvres prussiennes. Et ensuite, quand il rejoint l'armée française, il devient colonel, Jean-Pierre Bois explique que celui-ci procède à une réorganisation de son régiment qu'il a nouvellement acquis et qu'il va justement utiliser les pratiques qu'il a observées chez les Prussiens pour remettre la discipline dans son régiment. De même, Eugène Fieffé, qui a encore aujourd'hui, même s'il écrit à la fin du 19e siècle, probablement fait la plus grande anthologie des régiments étrangers, va dire sur Maurice de Saxe qu'il fit adopter l'exercice prussien comme base de l'instruction élémentaire. Un autre officier quand même assez important, je l'ai mentionné tantôt, Ulrich Woldemar von Lovendahl, c'est le Vauban danois, comme on l'appelle, donc un maître des sièges en Europe. Et lui, en fait, également, dans la suite de Maurice de Saxe, va aussi avoir un régiment allemand et faire aussi pénétrer cette influence germanique prussienne. Un autre que je n'ai malheureusement pas l'image, puisqu'il n'en existait pas, c'est le baron de Pirch.
qui, en fait, lui, comme plusieurs autres officiers prussiens, va aller en France et comme servir là. Et puisqu'il est prussien, en fait, la France voit vraiment comme un acteur qui peut, en fait, leur déceler les secrets de la méthode prussienne. Donc, il va être très, très important pour cela. Et finalement, celui que j'ai mis au bout, c'est justement le fameux Saint-Germain, qui, oui, effectivement, n'est pas un Allemand. Il est né en France, mais entre 1747 et 1760, il est colonel d'un régiment d'infanterie allemande. Et je ne pense que ce n'est pas une coïncidence, en fait, que c'est le dernier des ministres de la guerre à vraiment poussé pour avoir de la discipline prussienne dans l'armée française, s'il a été justement officier d'un régiment allemand. Par contre, les officiers français, donc des régiments pas allemands, et d'autres, en fait, jouent aussi un rôle assez important, notamment que, je n'ai pas mis toute la liste parce qu'elle serait longue, mais il y a énormément d'officiers qui veulent justement aller à Berlin pour voir justement ces exercices prussiens et pouvoir justement ramener, parfait, les secrets chez eux. Donc, on peut mentionner déjà Broglie et Guibert, qui sont justement assez importants, et les Suisses aussi qui sont importants là-dedans. Parfait. Donc, je vais aller assez rapidement sur la suite. Donc, et à ce moment-là, un des vecteurs principaux, justement, j'ai parlé du maniement des armes, qui est assez important. La France, au moment de la guerre de succession d'Autriche, comme je l'ai dit, a une faiblesse assez marquante dans son armée, malgré les victoires de Maurice de Saxe. Et donc, dès la fin de la guerre, on décide justement de s'appliquer à faire des nouvelles ordonnances. Et je n'aurai pas le temps, je vais sauter cela. Voilà. Donc, on fait justement un exercice au camp des Invalides où il y aura plusieurs régiments en présence, notamment le régiment d'Alsace. Et il y aura Maurice de Saxe qui sera là, entre autres. Et de Saxe va justement dire que son choix pour le meilleur exercice qui devrait être gardé, celui de l'armée française. Et justement, quant au choix précisément de l'exercice de l'un des détachements, sur lequel le roi me fait l'honneur de me demander mon avis, je donnerai la préférence à celui qui exécute Alsace. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit que le régiment d'Alsace est très important parce qu'en fait, on dit justement que c'est lui qui a parfaitement l'exercice prussien. Donc, justement, on voit que si on se dit qu'on veut garder cet exercice-là, il n'est pas non plus le seul officier à le dire. On voit vraiment que le régiment allemand a son rôle à jouer et que l'exercice prussien va en fait être gardé pour être mis dans l'ordonnance. Sinon, d'autres officiers vont aussi parfois garder des éléments du genre le pas allemand ou sinon la manière de porter le fusil. Donc, comme je dis, je vais sauter peut-être. Plus loin, en fait, j'avais parlé de Pirch et de Guibert qui, eux, vont justement écrire énormément aussi. Et justement, jusqu'à Saint-Germain qui va justement reformer l'armée avec la discipline prussienne. Mais tout ceci amène quand même son lot de critiques de la part de d'autres officiers français, justement, qui disent que la méthode prussienne est incompatible avec la méthode française, avec le tempérament français. Donc, oui, voilà. Donc, je finis un peu là-dessus avant ma conclusion. Donc, M. de Bohan dira justement que des Français qu'ils comparent une nation libre, dont les sujets viennent librement s'enrôler pour servir le roi et l'État, une nation que l'honneur et la bravoure ont toujours distinguée, une nation qui est impétueuse et avide de gloire, avec une autre nation où les hommes sont serfs, comme les Prussiens nés pour l'être toute leur vie. Donc, justement, on voit déjà qu'il y a l'idée non seulement de l'incompatibilité des deux éléments militaires, mais également que, bon, on compare des Français qui sont libres à des Prussiens qui sont des serfs, voire des esclaves. Donc, finalement, en conclusion, bien que j'ai dû couper un petit peu pour question de temps, finalement, les troupes allemandes, soldats et officiers, sont en effet autant les acteurs que les vecteurs de l'influence prussienne dans l'armée française. Sous le maréchal de Saxe, en fait, ceux-ci réussissent à imposer la vision de la maîtrise du feu et de la discipline prussienne dans les réformes tactiques françaises. Cependant, même les défaites en fait, de la guerre de 7 ans n'empêcheront pas en fait, que ce modèle reste et s'impose et fait vogue, finalement. Il y a plusieurs officiers qui vont continuer le fameux voyage à Berlin jusqu'à la veille de la Révolution. Et ceux-ci vont continuer justement à participer à cette prussification de l'armée française. Mais comme je vous dis, celle-ci est assez critiquée, entre autres, comme j'avais mis Bohan, mais en fait, les réformes justement de Saint-Germain vont ne pas aboutir justement puisque à ce moment, on assiste à la naissance d'une véritable conscience nationale dans laquelle le soldat français doit se battre premièrement pour sa patrie et ensuite doit également être un citoyen. Donc ainsi sont posées les bases de la Révolution française. Merci.